Notre tandem du vendredi, Madeleine et Sébastien. Bonsoir à vous. Bonsoir, Alexis. Bonsoir. Alors, on va parler dans quelques instants de la fin des travaux parlementaires, en tout cas des activités parlementaires aujourd'hui, tant à Ottawa qu'à Québec. Mais revenons sur la COVID-19, le portrait sanitaire au pays qui est pas très glorieux, si on veut. Les choses s'enveniment, 100 000 nouveaux cas à l'échelle nationale au cours des 3 dernières semaines, des projections de cas au pays qui n'augurent rien de bon, une période risquée en vue, nous dit Ottawa, Madeleine. Oui, effectivement. Alors, on a eu le portrait encore une fois aujourd'hui de la santé publique. Et ce qu'on nous dit, c'est que si on maintient les niveaux de contact actuels, on devrait avoir environ 12 000 cas chaque jour au mois de janvier. Donc, c'est à peu près le double du nombre de cas quotidiens en ce moment, entre autres parce que les cas continuent d'augmenter rapidement dans les provinces de l'ouest du pays. Alors, ce qu'a dit Justin Trudeau aujourd'hui en point de presse, c'est que c'est le temps de ralentir maintenant ou de diminuer maintenant le niveau de contact. Et je vous dirais que le message aussi que la santé publique a passé, c'est que oui, on a eu des bonnes nouvelles récemment. Oui, on la voit, la lumière au bout du tunnel avec le vaccin, mais que le vaccin qu'on n'a pas encore, ça change rien dans la pandémie actuelle. Ça change rien dans le niveau de la courbe. Alors, il ne faut pas avoir un faux sentiment de sécurité avec ce vaccin qui s'en vient. Les contacts actuels continuent en ce moment de propager la pandémie, donc il faut essayer de changer les comportements. C'est ça, ça a été une semaine assez particulière, où il a fallu œuvrer sur 2 fronts. Le vaccin, signe d'espoir, s'il en est un, mais en même temps, cette prudence qui doit être de mise à tous les instants de nos vies, finalement, Sébastien. Oui, puis avec un rappel des consignes sanitaires. C'est pas parce que le vaccin est là qu'il faut baisser la garde. On a utilisé une analogie de guerre. C'est pas parce que la guerre tire à sa fin qu'on veut revenir blessé de la guerre. Donc, au gouvernement du Québec, le message a toujours été de respecter les consignes sanitaires. Puis même, on songe à resserrer ces consignes-là parce que on s'aperçoit que la progression de la maladie continue malgré les appels, l'espèce de persuasion qu'on essaie de faire, convaincre les Québécois d'appliquer les mesures sanitaires. Alors, mais les détails, vous les avez donnés tout à l'heure, Sébastien, de ces possibles restrictions à venir en début de semaine, lundi ou mardi, ça reste à voir. Le cœur du problème, c'est encore et toujours les pressions sur le système de santé. Oui, avec le nombre d'hospitalisations qui augmente, on est presque à 900. Alors, dans la réflexion de François Legault, c'est à contre-cœur qu'il va probablement imposer de nouvelles restrictions. Parce qu'il se dit, dans la réflexion, donc, on ne veut pas pénaliser la majorité qui respecte les consignes sanitaires à cause d'une minorité de personnes qui ne les respectent pas. Puis notez que cette semaine, le message qu'il a commencé par envoyer, c'est « les policiers seront plus sévères, on va vous donner des amendes ». D'ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'à Labbé, au Saguenay, il y a un monsieur qui a reçu une amende de 1 546 $ parce qu'il est allé visiter un couple. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'aller visiter un couple. Vous pouvez aller visiter une personne seule, mais vous ne pouvez pas, seul, aller visiter un couple. Alors, ça envoie comme le message que, finalement, les policiers appliquent en effet la réglementation à la lettre, du moins les policiers de Saguenay. Et donc, cette étape-là étant franchie, mais le nombre de cas augmentant, quelle est la prochaine étape? C'est probablement un resserrement des mesures. Probablement pendant la période des fêtes, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un ralentissement de l'économie, donc c'est plus propice au fait que les gens restent plus à la maison, donc c'est peut-être plus propice à un resserrement des mesures. Et c'est tout ça, donc, qui va rentrer en ligne de compte dans la réflexion du premier ministre. Oui, évidemment, Ottawa, on se garde bien d'encourager les provinces à faire quoi que ce soit dans le sens d'un resserrement ou non des mesures sanitaires. En fait, ce que le gouvernement Trudeau essaie de dire depuis des semaines déjà, c'est que si les provinces veulent agir, le gouvernement fédéral va aider les entreprises, sera là pour essayer de dédommager les entreprises qui doivent fermer, notamment en raison de mesures plus strictes imposées par les provinces. Donc, ce que le gouvernement essaie de dire, c'est ne vous empêchez pas d'agir au nom de l'économie. Nous serons là, nous, au gouvernement fédéral, pour vous aider. Et ça me ramène à la rencontre d'hier, la rencontre fédérale-provinciale. Là-dessus, Justin Trudeau a toujours été très, très, très clair. Il va être généreux pour ce qui est des mesures très urgentes de pandémie. Pour ce qui est de la suite, par contre, la hausse des transferts en santé réclamée par les provinces, on est prêt à dire oui, il faut augmenter les transferts, mais on ne peut pas s'engager sur des mesures précises, sur un chèque, sur une date, sur des montants. Là-dessus, il va falloir attendre. Donc, on est sur 2 plans. Ce qui est urgent, oui, on va aider. L'après, il va falloir encore négocier. Sébastien, là-dessus, sur justement, les transferts en santé, les demandes des provinces, seront-elles patientes? Auront-elles la sagesse d'être patientes?
Oui, c'est une excellente question sur le Front commun des provinces. On avait l'impression hier, je ne sais pas si vous étiez comme moi, que Justin Trudeau et François Legault n'avaient pas assisté à la même conférence ou à la même réunion parce que Justin Trudeau disait « Je suis ouvert à augmenter les transferts fédéraux, mais pas tout de suite ». François Legault disait « C'est un rendez-vous manqué. Il ne s'est pas engagé à augmenter les transferts fédéraux ». On est dans la nuance. Ce que les provinces veulent, et en particulier François Legault, c'est de l'argent sonnant, un chèque qu'il peut, lui, dépenser dans ses soins de santé sans se faire dire comment il doit dépenser cet argent-là. Justin Trudeau, lui, veut peut-être un peu diriger l'argent en se disant « Oui, on peut peut-être être au rendez-vous, mais à certaines conditions ». Donc, on est un peu en décalage. Peut-être qu'on va finir par s'entendre. Mais François Legault mise beaucoup sur le Front commun des premiers ministres, les autres premiers ministres qui sont avec lui pour faire pression sur le gouvernement fédéral. À cet égard, un peu d'histoire. En 2016-2017, il y avait aussi un front commun des premiers ministres des provinces. C'est Philippe Couillard qui était au pouvoir au Québec, c'est Kathleen Wynne qui était là en Ontario. 48 heures, moins de 48 heures après cette fameuse réunion, première réunion, on prenait contact pour faire pression sur le gouvernement fédéral. Brian Gallant du Nouveau-Brunswick acceptait un deal, une entente du gouvernement fédéral et donc brisait la chaîne de solidarité. Puis un an plus tard, il restait juste, je pense, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta. Finalement, tout le monde a signé une entente bilatérale avec Ottawa. Est-ce que c'est ça qui va se produire dans ce front commun de 2020-2021? On ne le sait pas, mais disons que l'histoire nous apprend que des fois, chacun y est pour son propre intérêt. Oui, c'est peut-être dans les calculs d'Ottawa, Madeleine, ça. Oui, c'est, comment dire, hein? Diviser pour mieux régner, ça serait peut-être l'expression qui s'appliquerait dans ce cas-ci. Mais là, je vous dirais qu'on n'est même pas sûr du moment où on va vouloir négocier. Donc, on n'est même pas à essayer de briser le front commun. On dit aux provinces, on n'a pas le portrait en ce moment du système de santé post-pandémie. Donc, il va falloir essayer d'évaluer véritablement les besoins. Donc, ce que le gouvernement fédéral a fait hier, c'est... Il a dit oui, hein, Sébastien, à la question d'avoir une augmentation des transferts. Mais faites-moi confiance et ça viendra plus tard. Donc, oui, puis c'est le quand, le combien et le comment cette augmentation. Tous les détails restent à déterminer. Oui, exactement. Oui, beaucoup de détails qui restent à déterminer. Et parlant de détails qui restaient à déterminer, on n'avait toujours pas eu les chiffres en ce qui concerne l'Alberta aujourd'hui, l'augmentation des cas. On vient de me les souffler à l'oreille. 1738 cas additionnels pour l'Alberta. 18 décès qui s'ajoutent malheureusement au tableau. C'est autant que le Québec avec 2 fois moins de population. Exactement. D'où la gravité de la situation en Alberta. L'Alberta qui avait été présentée peut-être de façon un peu caricaturale, mais ça allait dans la même tendance, comme la Suède du Canada, avec une approche beaucoup plus laxiste, Madeleine. Oui, effectivement. Et en ce moment, on voit les limites de cette stratégie qu'avait adoptée Jason Kenney, qui, lui, craignait justement les impacts de mesures trop restrictives sur l'économie et probablement aussi craignait les impacts d'une population qui était elle-même un peu sceptique par rapport à certaines mesures de santé publique. Donc là, il a essayé d'accommoder tout le monde. Et finalement, ça a fait plaisir à personne. C'est ça qui a été compliqué pour lui parce qu'on a vu son taux d'approbation baisser sensiblement au cours des dernières semaines. Donc, il essaie de se rattraper maintenant. Mais ce que la santé publique fédérale avait dit, c'est qu'il vaut mieux agir tôt. Que la pandémie, et c'est une image qu'on vous avait présentée il y a quelques semaines, c'est un peu comme une montagne russe, mais à l'envers. Au lieu de descendre rapidement et de monter lentement, c'est le contraire. Alors, les cas peuvent monter extrêmement rapidement, s'enflammer, et que c'est difficile par la suite de rabaisser la courbe. Quand la contamination est en milieu communautaire, c'est plus difficile à contrôler dans ce temps. C'est ça. Et dans l'Alberta, où on est très jaloux des libertés individuelles, c'est peut-être des choses qui étaient plus difficiles à mettre en place dans l'esprit de M. Kenney. Il faut absolument qu'on parle du plan climatique du fédéral présenté aujourd'hui. On l'a évoqué tout à l'heure avec M. Guilbeault. Somme toute, Madeleine, assez bien accueillie par les milieux environnementalistes, mais on a entendu la grogne très, très apparente là, de M. Ford en Ontario en ce qui concerne la tarification sur le carbone. Oui, M. Ford qui est conséquent. Il était contre cette taxe sur le carbone-là. Ce qu'il ne dit pas, M. Ford, par contre, c'est que l'argent qui est perçu par la taxe est remis dans les portefeuilles des Canadiens. Et là, ça, on n'en a pas beaucoup parlé dans l'émission jusqu'ici, c'est qu'il y a eu une stratégie politique aussi. Au lieu de pas camoufler, parce que le gouvernement n'a jamais voulu le camoufler, mais au lieu d'insérer ça dans leur retour d'impôt, ce retour d'argent-là, les Canadiens qui sont soumis à la taxe sur le carbone vont recevoir 3 chèques par année. Donc, à un rappel, 3 fois par année, voici l'argent qui vous est remis pour la taxe sur le carbone qui est perçu à la pompe, notamment. Donc, c'est stratégiquement probablement plus payant
de la part du gouvernement Trudeau de procéder de la sorte. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que la taxe sur le carbone va augmenter considérablement. Ça va être une augmentation de 15 $ par année à partir de 2022 pour atteindre 170 $ la tonne en 2030. Donc, c'est le gros de la stratégie pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, pour essayer de les réduire, c'est de miser sur la taxe sur le carbone. Le gros de la stratégie fédérale reste aux provinces aussi maintenant, Sébastien, à définir un peu leur stratégie respective. Oui, puis ici, au Québec, on a la bourse du carbone, mais qui est un peu fragilisée parce qu'il y a juste le Québec et la Californie qui sont dans la bourse du carbone. M. Ford de l'Ontario s'en est retiré, donc pour acheter et vendre des droits de polluer. Disons qu'ici, au Québec, le plan vert du gouvernement a été présenté. Il a été quand même relativement bien reçu, même si on ne franchit que 40 de l'objectif avec les mesures annoncées par le gouvernement du Québec. Moi, ce qui m'étonne au point de vue fédéral, mais c'est sur la forme seulement, c'est que c'est Stephen Guilbeault qui vient à votre émission donner des entrevues. C'est le ministre du Patrimoine, après tout, c'est pas le ministre de l'Environnement au fédéral, mais on comprend qu'il devient une espèce de caution verte, caution environnementaliste ou environnementale pour Justin Trudeau. Oui, oui. Vous avez raison, mais il ne devient pas une caution, il est encore une caution. Oui, voilà. Parce que ça fait un petit bout de temps que ça dure. Bien, c'est ça. Les gens se sont peut-être posé la question pourquoi M. le ministre du Patrimoine parle de ce dossier. Mais Madeleine, il continue à avoir, si on veut, une présence dans les cercles décisionnels en ce qui concerne les dossiers environnementaux à Ottawa, là. M. Guilbeault m'a déjà dit qu'il faisait du travail parascolaire. Il a son travail de ministre du Patrimoine canadien et il continue de s'intéresser à toute la question des changements climatiques. Et avec Mme McKenna, la ministre de l'Industrie, et avec M. Wilkinson, le ministre de l'Environnement, ils se sont rassemblés pendant la pandémie pour essayer de trouver des façons, justement, de contribuer à la reprise économique après la pandémie avec des mesures vertes, si on veut. Ouais. Donc, ils ont essayé de faire du travail à penser après la pandémie. Eux étaient moins impliqués dans la gestion très, très urgente de la pandémie, donc ils étaient plutôt dans le après. Exact. Et M. Guilbeault, c'était pas officiel, mais c'était vraiment public qu'il faisait partie de ce petit groupe-là. Oui, avec un œil sur après la pandémie et peut-être aussi une éventuelle élection fédérale, bien entendu. Parlons des bilans de session maintenant, Québec et Ottawa. Commençons par Québec, Sébastien, aujourd'hui. M. Legault qui s'est bien gardé de se donner une note parfaite pour ce qui est de la gestion de la pandémie. Mais moi, je remarque une certaine quand même dans le ton à l'Assemblée nationale. C'était plus cordial aujourd'hui. C'était plus cordial, mais c'est pas nécessairement symptomatique de la façon dont les choses se sont déroulées pendant la session parlementaire. Parce que, oui, aujourd'hui, Dominique Anglade a donné des cadeaux à chacun des chefs à l'Assemblée nationale. Tout le monde avait de bons mots pour la gestion de la crise, pour la façon dont les oppositions sont comportées. Mais des fois, c'était tendu. Et M. Legault, parfois, je pense que c'était la semaine dernière, a un peu perdu son calme à l'Assemblée nationale. Et c'est, d'une certaine façon, compréhensible. Il doit être très fatigué. Ça fait 9 mois qu'il gère cette pandémie. Et cette session aussi, les partis d'opposition ont un peu trouvé de lumière, je vous dirais. C'était très difficile au printemps de trouver de la lumière pour les partis d'opposition. Tout le monde était dans l'effort de guerre. Là, on se pose plus de questions sur la gestion du gouvernement. Il y a eu le rapport d'étape de la protectrice du citoyen qui critique la façon dont les CHSLD ont été gérés. Il y a beaucoup de questionnements sur la façon dont les décisions sont prises dans la cellule de crise. Personne n'y est dans l'opposition dans cette cellule de crise. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais on sent une fatigue aussi des gens donc, qui soulèvent certaines critiques à l'égard du gouvernement. Donc, les partis d'opposition ont peut-être eu un peu plus de lumière cette session-ci pour se faire valoir, même si c'était mono-sujet, même si on ne parlait que de la COVID. Encore et toujours, même dynamique à Ottawa, Madeleine? Il y a eu aussi beaucoup de critiques de la part de l'opposition officielle à l'endroit de Justin Trudeau, notamment dans toute la période assez récente quand même, où on s'attendait à recevoir les vaccins quand même quelques semaines plus tard que d'autres pays comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne. Et là, Justin Trudeau est arrivé en fin de session en disant, bon, non seulement nous allons avoir des doses très rapidement, donc dès la semaine prochaine, mais en plus, on a approuvé ce vaccin-là avant les États-Unis. Donc, ça a un petit peu, finalement, redoré la fin de session du gouvernement Trudeau, mais une session qui a quand même assez bien été pour lui. Rappelez-vous, là, au début de la session, on se demandait si toute l'affaire unie ça nous semble loin, ça, soudainement. Bien, ça nous semble loin, mais rappelez-vous que le gouvernement avait prorogé la session probablement un peu pour ça, là, pour essayer de retirer ça
des écrans radars et il est parvenu à le faire. Donc, ça a été un pari réussi pour lui. Il y a eu des petits éléments qui ont été un peu plus compliqués, entre autres la question de la langue française. Donc, des dommages auto-infligés, je vous dirais, avec les commentaires de la députée d'arrière-ban, Emmanuela Lambropoulos. Ça a été une période un peu plus compliquée, mais somme toute, une session quand même assez efficace pour le gouvernement. Juste avant qu'on poursuive sur ce qui a surveillé la semaine prochaine, il faut rappeler quand même qu'Ottawa a demandé un troisième report dans le dossier de l'aide médicale à mourir à la juge Beaudoin, là, au 26 février. C'est ce que demande Ottawa. Le ministre de la Justice, David Lametti, a fait la demande en disant qu'il espère qu'il n'aura pas besoin de l'avoir, cette période de prolongation-là. Il espère que d'ici le 18 décembre, c'est la date qui était prévue là, pour la dernière extension ou le dernier délai. Mais il reste toute l'étape à passer au Sénat. Et moi, j'ai bien l'impression qu'en une semaine, là, il ne réussira pas à faire adopter sa loi. Mais là, je vous parlais de prorogation. L'opposition officielle dit peut-être que si le gouvernement n'avait pas prorogé les travaux, on aurait eu le temps de la passer, cette loi. Alors, en quelques mots, Sébastien Madeleine, la semaine prochaine, d'ici à Noël, finalement, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Les premiers Québécois seront vaccinés lundi et François Legault fait son annonce lundi au mardi sur un resserrement des restrictions. Oui, Madeleine. Vaccin. On va regarder comment se déroule cette opération. Exactement. Et M. Legault qui va être en grande réflexion ce week-end avec son équipe. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.